Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube pour faire une vidéo face cam et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui honnêtement parce que déjà c'est une vidéo que je procrastine de réaliser depuis quelques temps. Du coup c'est au moins chose faite, voilà, de savoir que c'est bon, je me suis posée, je prends le temps de la faire et c'est une chose réglée, avant l'été surtout. Du coup, aujourd'hui je vous parle des dernières lectures que j'ai faites depuis ces derniers mois. Je vous ai fait le même format pour les films en format podcast, parce que j'aimais pas trop le format vidéo pour vous parler forcément de films. Sur mon podcast Culturez-nous, il est sorti il y a 2 jours, enfin à l'heure où vous sortez cette vidéo ça doit pas être il y a beaucoup plus longtemps, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mais aujourd'hui je vous retrouve vraiment pour vous parler exclusivement de littérature. J'ai pas mal lu depuis ces derniers mois, malgré mes partiels qui ont, d'ailleurs je m'explique un peu là-dessus, donc été la cause de mon absence tout le mois de mai et le début du mois de juin, mais voilà, j'ai, comme je vous l'ai dit, pris beaucoup de temps avant de reprendre ma caméra pour faire une vidéo face cam pour vous présenter tous ces livres, parce que mine de rien c'est un exercice assez long et j'ai envie de faire les choses bien, et comme voilà, il y a des lectures plus ou moins récentes, forcément c'est un peu compliqué, vous savez, de tout se remémorer de manière précise et de vous faire quand même quelque chose de pertinent et pas juste de vous dire j'ai bien aimé, j'ai pas trop aimé et j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, on a une petite dizaine de lectures quand même. Je sais pas s'il y a tout, absolument tout dedans, mais disons qu'il y a au moins ce qui est le plus important, c'est ce qui compte, et on va tout de suite commencer. Je ne vais pas le faire forcément dans l'ordre parce que je n'ai plus l'ordre tout simplement en tête, donc au moins juste prendre le livre qui me passe sous la main, et on va commencer par le premier et pas des moindres parce que c'était l'une des grosses lectures que j'ai faites. Grosse lecture, j'entends plus théoriquement, conceptuellement parlant, que d'un point de vue, du point de vue du format et de la longueur, puisque j'ai lu Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. C'est mon tout premier livre de Frantz Fanon. Si vous savez pas, c'est un psychanalyste qui a été extrêmement important dans la seconde moitié du XXe siècle, dans toute la théorisation qu'il y a eu autour du racisme à cette époque-là, très inspiré notamment par les travaux de Césaire, de Glissant, de Sartre. C'est un homme qui voilà, a beaucoup forcément étudié la psychologie, la médecine, mais aussi la philosophie, ce qui fait qu'il a une ressource en fait de références philosophiques qui sont hyper intéressantes pour nourrir sa psychanalyse. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon vlog en fait, où je le lisais tout simplement, j'avais fini de le lire, donc je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a des chances que vous l'ayez vu, mais si ce n'est pas le cas, en gros, très rapidement, si vous voulez, c'est un essai qui vise à parler justement de la relation de l'homme blanc à l'homme noir, et surtout de l'homme noir à l'homme blanc, en fait, pour être honnête, de toutes les questions décoloniales qu'il y a de ce point de vue-là, et surtout d'un angle très donc psychanalytique. Il parle de l'expérience vécue de l'homme noir, de la tendance de celui-ci à renier sa couleur de peau, renier sa famille, ses origines, etc., pour se rapprocher au mieux du mode de vie blanc. Il parle beaucoup de ce complexe en fait de l'homme noir. Il parle même de psychopathologie en fait, donc ça va assez loin. Après c'est la psychanalyse, on y croit, on n'y croit pas. Moi je suis très intéressée par la psychanalyse, donc c'est typiquement le genre d'ouvrage que j'aime beaucoup lire. Il parle de l'homme de couleur par exemple par rapport à la femme blanche. C'est un chapitre qui était hyper intéressant sur les relations sexuelles, les relations amoureuses, autant pour l'homme de couleur que la femme de couleur. Enfin moi je vous conseille vraiment de le lire, et c'était étrangement accessible. Alors il y a des passages qui sont plus complexes que d'autres parce qu'encore une fois il y a quand même pas mal de termes très propres à la psychanalyse, donc si vous n'avez pas peut-être une première introduction à la psychanalyse et ses concepts, ça risque parfois d'être un petit peu complexe. Après on n'est pas obligé de tout retenir dans un essai, on peut aussi y revenir juste après, donc le but c'est quand même de comprendre les idées disons principales, et voilà, il y a des choses que j'ai pas forcément comprises à fond, mais disons que les idées principales de chaque chapitre, je les ai quand même assez bien ancrées dans mon esprit, et c'était globalement bien expliqué dans la mesure où c'est une explication qui est très pédagogique en fait. Il va souvent avoir tendance en début de chapitre à, un peu comme une dissertation si vous voulez, exposer l'idée principale de manière assez complexe, conceptuelle, théorique, tout ça, et puis après à la reformuler en des mots plus simples, moins épais, et donc ça nous permet de mieux comprendre en fait ce qu'il veut nous dire. C'était vraiment une très bonne lecture, encore une fois je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'éterniser pendant 10 ans là-dessus, mais lisez Frantz Fanon, c'est un de ces auteurs qui redevient entre guillemets, j'ai pas envie non plus de faire genre que c'est pas un auteur qui est connu depuis déjà des décennies, mais qui redevient dans les librairies, j'ai l'impression un peu depuis quelques temps, à la mode, et c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il a écrit des choses vraiment fantastiques, et je pense qu'on a besoin aussi de retourner vers ce genre d'auteur en ce moment, plus que jamais. Du coup voilà, n'hésitez pas à lire Frantz Fanon. Ensuite, donc il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai lu mon tout premier livre de Édouard Louis, qui est Monique Sévad, c'est son tout dernier en fait, qu'il a publié l'année dernière si je ne me trompe pas. Et donc oui, ma première entrée dans la littérature d'Édouard Louis, et j'ai pas été du tout déçue, c'était une lecture très rapide, je l'ai faite en je crois du coup 2 moments de lecture.
Ça fait à peu près une centaine de pages, voire un petit peu moins. Ouais, ça fait 115 pages, ouais, donc c'est vraiment pas grand chose. J'en sortais chez Poche il y a pas très longtemps, du coup voilà, j'ai pu me le procurer et je suis très heureuse d'avoir lu Monique s'évade. Pour vous la faire courte, alors peut-être que vous connaissez pas forcément Édouard Louis, il a une écriture qui est très autobiographique, qui vise à beaucoup parler justement du phénomène de transclasse et de sa famille, de ce qu'il a vécu en tant que transfuge, puisque grosso modo, si vous ne savez pas, Édouard Louis a vécu en fait toute une partie de sa jeunesse, de son enfance en fait, même toute cette partie-là, dans une situation très précaire, familialement parlant, dans une famille en fait pauvre tout simplement. Il a fait des études qui lui ont permis de voilà, s'élever dans la société et d'être un écrivain aujourd'hui largement reconnu et il a fait des études à l'ENS, il a, il me semble, un doctorat. En gros, il a effectué ce qu'on appelle un transfuge de classe, et sa littérature est extrêmement imprégnée de ce phénomène, et de la manière dont il l'a personnellement ressenti, et de la manière dont sa famille aussi l'a personnellement ressenti. Donc c'est une littérature qui est très familiale, ça me fait pas mal penser à Annie Ernaux, j'ai l'impression que c'est un peu l'autrice auquel on le compare beaucoup, parce qu'il y a pas mal de similitudes sur ces thématiques-là, pas sur la littérature et pas sur la manière d'écrire, ni sur les sentiments, parce que chez Annie Ernaux, il y a quand même une dimension très féminine du projet littéraire qu'elle a par rapport à Édouard Louis. Édouard Louis est un homme homosexuel, donc il parle aussi pas mal de ce phénomène-là dans sa littérature. Donc en fait, voilà, c'est quand même pas les mêmes auteurs, mais disons que si vous connaissez Annie Ernaux, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc dans Monique s'évade, c'est un livre qui parle spécifiquement de sa mère, donc Monique, qui après une énième séparation avec un homme qui a été violent, abusif envers elle, décide d'appeler donc son fils et de refaire en fait sa vie toute seule, d'acheter une maison, de vraiment se reconstruire toute seule, et c'est un livre où il nous raconte cette période-là qu'a vécu sa mère, en essayant justement de l'accompagner, de lui donner toutes les clés pour qu'elle puisse se sentir plus à l'aise, plus autonome, et c'est vraiment un livre en fait, une histoire réel donc sur cette reconstruction entre mère et fils, de son point de vue aujourd'hui qui est celui d'un homme qui donc s'est fondu dans un tout nouveau milieu social, économique, culturel, etc. et de la manière dont il l'a vécu en fait profondément, pas seulement sur un plan voilà, encore une fois familial, émotionnel, mais vraiment sur tout ce qui entoure en fait un bouleversement familial comme celui-ci, vu de deux justement individus de cette même famille qui n'ont pas du tout les mêmes milieux, n'ont pas du tout la même vie dans le présent, mais qui ont une histoire commune. C'est un récit qui est vraiment très lumineux, je trouve. La fin est particulièrement touchante, et voilà, c'est pas non plus la meilleure lecture que j'ai faite de mon année, mais j'étais quand même heureuse vraiment de pouvoir l'avoir lu, parce que je m'attendais à pas moins bien, mais tout de même je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, je crois. Donc ça reste très positif, et voilà. Alors ça, je vais pas du tout m'éterniser là-dessus parce que je vous ai fait une vraie revue sur ce livre-là sur TikTok qui fait à peu près 4 minutes. C'est une vidéo qui a beaucoup plu d'ailleurs, donc je suis contente qu'elle ait eu un peu d'écho là-dessus parce que j'avais pas vraiment vu de revue très honnêtement, sur ce roman jusque-là. En tout cas voilà, que moi j'ai vu dans ma For You page, tout ça sur les réseaux. Il s'agit de Clamsea Tatooine, donc le fameux premier roman de Raphaël Quenard, l'acteur qu'on connaît notamment pour son rôle dans Yannick de Quentin Dupieux, mais aussi il fait aussi le deuxième acte avec Dupieux qui était catastrophique. Dans Chien de la Casse, bien évidemment, il a eu César pour La Révélation. Bref, un acteur que vous connaissez très certainement parce qu'il fait un peu partie de ces têtes montantes du cinéma français actuellement. Et donc il a décidé de voilà, publier un livre. Donc forcément il y a une communication assez dantesque autour de ce livre-là, sur France Inter, sur les plateaux, un petit peu partout, il est même passé à la grande librairie. Du coup je me suis dit que j'allais le lire. Et c'était une catastrophe, je vais pas encore une fois m'étaler là-dessus parce que j'ai vraiment fait une revue pour le coup très détaillée sur le sujet, mais concrètement c'est extrêmement mal écrit, c'est très prétentieux, et ça n'a absolument aucun intérêt sociologique, sociétal, réflexionnel, alors que le livre se prend pour quelque chose, je pense, de beaucoup plus intelligent qu'il n'est. Donc voilà, je n'ai vraiment pas du tout aimé cette lecture, et encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails, je vous conseille d'aller sur mon TikTok ou sur mon Instagram, c'était il y a pas très longtemps que je l'ai faite, et voilà. Note beaucoup plus positive, j'ai commencé mon printemps avec une pièce que je voulais lire depuis un an, presque un an tout pile. Il s'agit d'Héliogabale de Jeunet, qui est ma toute première pièce de Jeunet, pour vous faire un petit peu la genèse en fait de cette lecture, de pourquoi j'ai voulu lire Héliogabale. D'ailleurs vous n'êtes peut-être pas au courant, mais en fait c'est une pièce qui a été redécouverte, retrouvée, donc c'est déjà absolument incroyable, l'année dernière, qui a donc été publiée chez Gallimard il y a à peu près 1 an et demi, et un de mes meilleurs amis, Rémi, que vous connaissez très certainement de son compte Réminiscence, est un immense fan de Jeunet, donc il l'avait lu en premier, il avait absolument adoré. Mon ami Mathis, que vous connaissez très certainement aussi, parce qu'on est tout le temps fourrés ensemble, l'a lu pas très longtemps après, il a adoré, ils ont un peu passé, vous savez, l'été à parler de Jeunet ensemble, et moi j'avais pas du tout lu
de Jeunet, enfin si j'avais lu une pièce que j'avais pas du tout aimée, donc je les avais pas forcément suivis dans leur délire. Mais tout de même, j'avais reçu Helio Gabal au dernier Noël, du coup, bon, je m'étais dit que j'avais quand même envie de la lire parce que ça avait l'air d'être une révélation pour les deux. Et donc je l'ai lu au début de printemps et j'ai adoré, c'était extraordinaire. Vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures pièces que j'ai lues depuis très longtemps. Après, j'ai peu lu de pièces mauvaises depuis quelques temps, je dois dire, mais concrètement, ouais, c'était une très belle lecture. C'est un drame antique qui parle donc d'Helio Gabal, qui est un prince romain qui a été assassiné. Helio Gabal, c'est une figure en tout point transgressive, autant du point de vue du langage que de son caractère plus généralement parlant, de la manière dont il défend certains idéaux. C'est un personnage comme on l'imagine en fait chez Jeunet et dans l'esthétique de Jeunet, c'est-à-dire très érotique, très sensuel, très sensible. C'est vraiment une pièce qui s'inscrit quand même dans une littérature qui est celle de Jeunet, avec des thématiques qu'on connaît vraiment très bien chez lui, l'homosexualité, la beauté, le désir. Et il me semble que c'est l'une des premières pièces qu'il a écrites, Helio Gabal, donc on est vraiment aussi un peu dans voilà, la genèse de son écriture théâtrale. Mouvant, je trouve, parce que c'est une pièce qui est vraiment d'une beauté rare. Il y a des phrases qui me hantent littéralement dans cette pièce. J'ai beaucoup surligné de choses parce que je trouvais que c'était juste du génie en fait, purement. Une phrase par exemple, je sais que j'y pense très souvent, que Helio Gabal prononce, il dit « Il faut que nous franchissions l'abject afin de nous retrouver seuls dans notre désespoir. Nous serons plus forts que le monde puisque nous habitons l'un monde. » Voilà, moi j'aime beaucoup cette littérature qui est totalement... qui brise totalement les cadres, cette littérature qui inverse un petit peu tous les ordres du monde, qui défie le sacré, mais qui du coup se rapproche d'une forme d'humanité, de sensibilité extrêmement singulière et émouvante. Et voilà, j'ai adoré cette pièce, je vous conseille de la lire immédiatement. J'avais besoin aussi, au début de ce mois de printemps, de retrouver un roman un peu gros, un peu classique, si possible du 19e, qui voilà, me servirait de lecture un peu quand même substantielle pour tenir quelques jours pendant les périodes des débuts des partiels en fait. Et je savais pas du tout quoi choisir. Du coup je me suis tournée sur ma pile à lire, parfois c'est bien aussi, pas juste de prendre des livres au hasard, et j'ai décidé de lire La Dame aux Camélias de Dumas fils, pour une raison qui est très simple. Si vous voulez je vais la faire très courte, mais dans mon cours de théâtre en licence de lettres cette année, j'ai dû lire La Dame de chez Maxime de Feydeau, qui est une pièce que j'ai adorée, pas du tout dans le même registre, mais qui est plutôt une parodie on va dire de La Dame aux Camélias. Enfin c'est pas la même histoire, mais rien que le titre, on sait qu'il s'est inspiré quand même du phénomène qui était à l'époque La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas, et en fait, ça a tout de suite beaucoup attiré mon attention quand la professeure nous avait fait justement cette petite parenthèse pour nous expliquer d'où ça venait, et je m'étais promis que j'allais la lire voilà, cette année, et c'est chose faite, j'ai adoré La Dame aux Camélias. En même temps, comment ne pas adorer ce roman? Par où commencer en fait? Je ne sais pas. Un roman d'amour comme on les aime, pur, douloureux, tragique, comme je voulais en lire un à ce moment-là, donc je pense que je pouvais pas faire plus canonique en fait. Et j'ai très vite su que j'allais adorer cette lecture parce que je pense que ma scène préférée, c'est l'une des scènes du début en fait où Armand voit en fait le cercueil, enfin le corps de Marguerite au tout début, donc après qu'elle soit morte. Et il décrit ses yeux, il décrit son corps en putréfaction, etc. C'est une scène qui est totalement choquante et traumatisante dès le début du livre en fait, donc je m'étais dit oula, si je suis autant touchée dès le début et si les descriptions sont aussi fortes, je pense que je vais passer un drôle de moment, et c'était le cas. Et j'ai juste adoré, même si on connaît plus ou moins la fin, c'est en fait presque une tragédie, La Dame aux Camélias, parce que on sait plus ou moins comment ça va finir, mais c'est d'une beauté, c'est d'un raffinement aussi dans les mots. C'est ce genre de roman, vous savez, qui vous colle à la peau très longtemps après que vous avez fini de les lire. Moi en plus, l'un des sujets qui m'intéresse beaucoup en littérature, c'est le sujet de la prostitution. Voilà, sachez-le, c'est cadeau, je vous le dis. Du coup c'est quand même un peu un classique, enfin je veux dire c'est un peu l'œuvre des œuvres là-dessus, avec je sais pas, peut-être Manon Lescaut, mais du coup c'est un thème qui m'intéresse beaucoup et je voulais absolument lire, et j'étais très contente de me plonger dans cette thématique-là, très propre aussi au 19e dans la manière dont elle est traitée, puisque La Dame aux Camélias, si vous connaissez pas du tout l'histoire, c'est l'histoire d'une courtisane qui rencontre un jour un jeune homme, et ce jeune homme tombe fou amoureux d'elle et va s'enchaîner un certain nombre d'événements qui vont faire que ils vont devenir amants. Et forcément, comme cette relation est très inhabituelle et qu'elle a un train de vie qui ne correspond pas du tout à son milieu à lui
et à ce que sa famille surtout souhaite pour lui. C'est un amour qui est totalement impossible. Donc voilà, je vous laisse sur ces paroles et je voulais surtout le lire parce que c'est un classique à lire absolument, je pense, un jour dans sa vie, La Dame aux camélias. Toujours dans le registre très classique, j'ai lu, pareil, juste après, je crois, Édouard Louis, Jean Racine. Je me suis dit qu'il me fallait revenir aussi à mes premiers amours et j'ai lu une pièce que j'avais pas encore lue de Racine qui est Britannicus, qui est l'une de ses plus connues, l'une de ses plus appréciées en fait, je crois, après Phèdre peut-être. Alors Britannicus, c'est une pièce que j'ai lue pareil d'une traite, hein, ça se lit très facilement, de toute façon Racine généralement, enfin c'est vraiment tout droit quoi. Et oui, très belle pièce. J'ai pris un petit peu au hasard sans forcément connaître l'histoire, mais c'est une pièce qui parle notamment des jeunes années de l'empereur Néron, le fils d'Agrippine, et si vous ne savez pas, Néron c'est justement un empereur qui est très connu dans un peu tout le mythe qui s'est construit autour de lui, enfin mythe qui n'est pas forcément un mythe d'ailleurs, autour de sa grande violence, de sa grande cruauté. Il s'avère que celui-ci est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Junie, sauf que Junie, elle, est déjà l'amante de quelqu'un d'autre qui s'appelle Britannicus, et Britannicus et Néron sont beaux-frères, si je me trompe pas. Enfin, ils ont le même père, mais pas la même mère. Racine, c'est toujours, faut faire un arbre généalogique pour bien comprendre à chaque fois, parce que sinon on s'embrouille un peu. Mais là, ça, c'était quand même plutôt compréhensible. Mais voilà, concrètement, il y a une rivalité entre les deux. C'est une tragédie, donc forcément Britannicus clame à la fin. Beaucoup de scènes très déchirantes, des scènes entre les amoureux, des scènes entre ceux qui ne s'aiment pas, beaucoup de scènes aussi très typiques de la tragédie telle qu'on l'entend chez Racine. C'est-à-dire une tragédie qui brouille un peu aussi les pistes entre est-ce que cette fin tragique vient forcément des hommes, est-ce qu'elle vient des dieux. Il y a beaucoup d'ambiguïté aussi sur les origines en fait des crimes qui sont commis, ce qui crée aussi toute la complexité je trouve autour du récit. Bon, je pense que j'ai pas besoin de justifier l'écriture de Racine et de vous dire que c'est magnifique, que c'est génial. Lisez tout simplement Racine, j'ai pas besoin voilà, de vous faire une dissertation là-dessus, vous le savez. J'ai lu aussi un gros roman depuis, c'est le plus gros roman en fait je crois que j'ai lu là depuis ce début d'année. Je voulais absolument reprendre un Austen pour ce mois de printemps. Pour moi, le mois de printemps et le début du mois du mois de juillet, le début de l'été quoi, c'est une période dédiée à Jane Austen. Il faut absolument que je lise un roman d'elle à ce moment-là parce que, ouais je sais pas, ça me semble être la meilleure période pour pouvoir lire du Austen. Du coup j'ai choisi Emma, que je voulais lire depuis pareil très longtemps, qui est un gros roman. Hein. Emma il me semble qu'il fait un peu plus de 500 pages ou un peu moins, ouais il fait 515 pages, vous voyez, donc c'est quand même un beau petit livre. Il paraît pas comme ça, hein, mais en vrai, en plus c'est assez petit dans l'impression, donc voilà. Moi c'est vrai que Emma on me l'a toujours beaucoup vendu comme étant son roman le plus drôle, et je pense que ce n'est pas ce que je pense totalement maintenant. J'ai beaucoup aimé la lecture, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai effectivement ri à certains moments, enfin en tout cas il y avait des moments qui étaient risibles. Il n'a toujours pas je trouve atteint le niveau d'humour Orgueil et Préjugés qui pour moi ils sont plus drôles. Moi il y a vraiment des moments qui premier degré me font réellement rire, hein, pas juste sourire. Il y a des moments dans Orgueil et Préjugés que je trouve hilarants. Dans Emma aussi voilà il y a des moments qui sont risibles, mais c'est pas au même niveau je trouve. Peu importe, par rapport à ça, l'histoire est vraiment sympa. C'est l'histoire de Emma Woodhouse, qui est une noble anglaise en fait, hein, une jeune femme qui n'est pas mariée. Elle a environ, il me semble, une vingtaine d'années, ou même un petit peu moins. En fait, le livre se résume très bien à sa toute première phrase. Belle, bien faite, riche, pleine d'heureuses dispositions et vivant dans une demeure agréable, Emma Woodhouse semblait réunir tout ce qui peut rendre l'existence heureuse. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Emma, c'est une femme qui justement se complète très bien dans sa richesse, dans son milieu de vie en général, mais qui aime également surtout beaucoup jouer l'entremetteuse, notamment avec son ancienne femme de chambre, enfin l'ancienne personne qui l'a éduquée, la femme qui était avec elle depuis qu'elle était jeune, qu'elle a réussi à faire marier, et c'est un peu son occupation première. C'est une femme qui se laisse beaucoup porter par ses premières impressions, par ses premiers jugements, très propre aussi au milieu dans lequel elle vit, et donc forcément il y a des alliances qui sont plus ou moins évidentes que d'autres. Peut-être que la jeunesse, la naïveté, les préjugés aussi d'Emma vont la conduire à elle-même se tromper sur à la fois les sentiments des autres, mais aussi sur ses propres sentiments. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça l'histoire parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une histoire d'amour, et c'est vraiment un roman, et je suis très heureuse aussi l'avoir confirmé, qui a confirmé mon idée qui n'est pas du tout nouvelle, hein, mais que je vous avais notamment développée dans mon podcast et la vidéo qui est sur mon compte YouTube, hein, sur Orgueil et Préjugés, qui est que
Jane Austen n'écrit pas des romans d'amour d'abord, elle écrit des romans sociaux, elle écrit des romans humoristiques, elle écrit des romans sur la société de son époque, sur les femmes, sur leurs relations avec les hommes, les relations des femmes entre elles. Et après, dans ce cadre-là, elle met en place des histoires d'amour, et c'est vraiment ce que je constate de plus en plus en fait quand je lis Jane Austen, c'est que l'histoire d'amour est souvent à retardement en fait, totalement. Le moment de la déclaration de l'homme avec qui elle finit est en fait, il me semble, même pas dans les 100 dernières pages. Donc si on s'attend avec Emma à une pure histoire d'amour, il faut pas, enfin on va pas du tout apprécier. Donc il faut pas du tout le prendre comme ça, faut d'abord le prendre comme un roman très axé autour de la société de son époque et d'une Jane Austen avant tout observatrice d'une société très risible. Voilà pour ça. Je suis très heureuse aussi de me dire que ma prochaine lecture de Jane Austen sera littéralement dans la ville dans laquelle elle a vécu. Je vous en dis pas plus, ça arrive dans quelques semaines, dans quelques mois. Je remarque que je parle beaucoup et j'ai quand même encore pas mal de livres à vous montrer, donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, désolée. Lecture très originale, je m'attendais pas du tout à lire, à lire ce livre-là, mais bon bah, ça s'est fait et j'ai adoré. J'ai lu Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine. C'est un livre de Alex Tamesilla, qui est un essai, enfin... Le mot essai semble totalement réducteur pour vous parler justement de cette œuvre parce que c'est très transgressif, encore une fois. Bon, vous avez compris déjà que le titre est ironique, mais du coup, quand même une part de vérité, une part de force militante et d'engagement très fort, rédigé sous un angle très poétique. Si vous voulez, c'est un petit peu un mix entre le Scoop Manifesto et un essai féministe assez... disons traditionnel comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui avec des chiffres très sociologiques en fait, coup rédigé, édité d'une manière très poétique. En fait si vous voulez c'est écrit littéralement comme un peu des poèmes, c'est très radical, j'aime, mais ça reste aussi chiffré, documenté. Ça parle notamment de l'hétérosexualité, de la maternité, du mariage, c'est très anti-mariage, très anti-maternité, très anti-capitaliste, ça parle beaucoup du genre, d'adelphité, c'est aussi très intersectionnel, ce qu'on aime, hein. Voilà, on a envie de lire un peu de choses féministes comme ça maintenant. On a marre de ce féminisme libéral qui ne nous dit plus rien des femmes, et aussi quelque chose de profondément sérieux, de profondément touchant aussi, hein. Il y a des phrases, il y a des moments qui sont très impactants parce que très lucides tout simplement, et ça fait du bien. Et c'est nécessaire je pense aussi d'avoir sur cette question-là, de féminisme, de maternité, du mariage, du genre, parfois des faits, des conseils aussi, mais exposés de manière très radicale, très brutale, très directe. Mais ça veut pas dire que ça peut pas non plus être poétiquement écrit, et c'est ce qui est fait, et je trouve que le pari est totalement réussi. C'est vraiment un livre extrêmement puissant. Enfin, il y a une grande bibliographie justement sur tous les livres qui ont inspiré justement l'écriture de ce livre-là, et dont notamment il y a les citations en fait. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez lire du féminisme sous une forme un peu divergente. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai également lu Résister de Salomé Saké, ça va aller très vite, je vais pas vous en parler très longtemps parce que je pense que tout le monde le connaît, et de toute façon ces thématiques sont très connu. C'est un livre qui justement vise à montrer quelle est actuellement l'urgence dans laquelle nous sommes d'un point de vue démocratique face à la montée des extrêmes droites en Europe, qui nous parle de manière, je trouve, très exhaustive en fait de toutes ces problématiques-là, mais d'une manière très accessible. C'est vraiment un livre que tout le monde peut lire et que tout le monde doit lire. Il coûte 5 €, et c'est typiquement le genre d'œuvre à lire si, je pense, vous avez beaucoup de mal typiquement dans vos échanges parfois avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques que vous si vous êtes de gauche. Vous avez du mal à trouver les arguments, à trouver les chiffres, les raisons concrètes, que ce soit autant dans la vie politique que par exemple dans les médias, dans les faits divers, etc., qui vous permettent d'argumenter sur le sujet et de réellement, peut-être pas convaincre forcément la personne avec qui vous débattez, mais justement d'avoir quand même un poids rhétorique, un point aussi tout simplement pour vous aussi de culture, de connaissances sur le sujet, mais d'une manière aussi très simple à comprendre. De toute façon, Salomé Saké fait un travail extraordinaire. Moi, je suis une fan de la première heure de Blast et du travail qu'elle fait avec ses autres collègues sur cette plateforme que je vous invite plus que tout à suivre. Voilà, si vous n'êtes pas de gauche, ça risque de pas vous plaire ce que je vous dis, mais ici c'est le Wokistan. Autre essai de gaucho, n'est-ce pas, que j'ai lu, promis c'est le dernier. Il s'agit de Ne suis-je pas féministe de Emmanuel Bobatti, publié chez Seuil Libelle. Alors si vous savez pas, ils ont justement cette très belle collection dans laquelle ils publient des petits manifestes en fait, si vous voulez, d'auteurs qualifiés sur certains sujets, enfin très divers, souvent assez militants quand même, hein, politiques ça c'est sûr, sociologiques parfois. Et là donc, comme le titre l'indique très bien, c'est un essai qui revient sur
l'évolution du féminisme à travers le temps et surtout qui à travers le temps a été plus ou moins considéré comme étant possiblement féministe. Donc on revient beaucoup sur justement les questions de notamment transidentité, sur les questions de femmes portant le voile, sur les femmes noires, sur le lesbianisme, en fait sur toutes ces femmes, toutes ces catégories en tout cas de femmes qui ont historiquement souvent été rejetées, même encore aujourd'hui dans certaines communautés, dans certains partis politiques, etc., dans certaines traditions en fait féministes, rejetées pour justement la orientation sexuelle, leur choix religieux. Mais c'est quand même un livre, j'ai l'impression, très orienté autour de la question de la transidentité, en tout cas la première partie est vraiment très, très orientée sur cette question-là, et c'était surtout en fait pour ça que ça m'intéressait. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui il y a quand même toujours une grande partie un grand nombre de femmes qui se disent féministes, moi je ne les considère pas tout à fait comme telles, mais bon, soit, qui sont transphobes, tout simplement, qui ne pensent pas que les femmes trans soient légitimes de faire partie de la communauté des femmes, mais j'ai pas forcément été très sensible à la forme. Bien sûr le contenu, j'étais très d'accord avec ce qui était dit, et c'est quand même bien d'avoir aussi quelques chiffres, quelques retours de recherche que l'auteur a fait sur le féminisme, etc. à travers le temps, parce qu'on ne sait pas forcément tout, par exemple sur, je sais pas, la création du MLF, les Gouines Rouges ou le féminisme aux États-Unis, mais je trouve ça très synthétique, et en fait cet essai-là est beaucoup plus effectivement une synthèse de l'histoire du féminisme qu'une réponse à cette question. Que revenir sur l'histoire du lesbianisme, on ne fait que revenir sur l'histoire des femmes noires à travers le temps dans le militantisme féministe aux États-Unis. Pas forcément interroger les choses, il n'y a pas d'aspect particulièrement théorique en fait, c'est juste de l'exposition de faits historiques concernant le féminisme à travers l'histoire. Donc encore une fois c'est bien, hein, si vous voulez une vraie connaissance, encore une fois c'est pas du tout suffisant, hein, mais disons une introduction au sujet, surtout si vous visez une éducation féministe très intersectionnelle, ce que je vous conseille de faire, ça restait, je trouve, un essai très limité. Je vais aller très vite sur ce roman parce que, enfin roman, c'est pas d'ailleurs tout à fait un roman, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé, enfin je suis pas certaine, mais bon, j'ai pas non plus 10 000 choses à vous en dire. J'ai lu Les légendes du Guatemala de Miguel Ángel Asturias, qui est un auteur guatémaltèque. Asturias qui a notamment eu le prix Nobel en 67. Et vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai lu ce livre-là dans toutes ces lectures qui n'ont absolument rien à voir. J'ai eu un cours cette année dans ma licence de lettres, donc dans ce semestre-là, qui portait sur justement le rapport à la colonisation et à la décolonisation au sein des Amériques. Et donc on a travaillé sur pas mal d'auteurs différents, d'ailleurs pas que les Amériques, on a aussi travaillé sur la Martinique, on a aussi travaillé sur la Guadeloupe, tout ça. Et on a travaillé pour l'Amérique latine sur Asturias, qui a écrit ce recueil de légendes, donc guatémaltèques, ancestrales, qui sont vraiment très très connues là-bas, et très heureuse, très surprise de vraiment découvrir une culture que je ne connais en fait pas du tout. J'ai des lacunes immenses sur l'Amérique latine, et donc on a les légendes du Guatemala, mais il y a également une pièce de théâtre à la fin qui s'appelle Kukulkan, très 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 belle, c'est totalement absurde, c'est très surréaliste, très fantaisiste, c'est très enrichissant, très rafraîchissant, surtout avec les lectures que j'ai faites avant et après. Et on va finir avec un duo, tout simplement, que je vais vous montrer d'une pierre deux coups, ça sera plus simple. J'ai lu 2 pièces de Shakespeare depuis mars, dont l'une que j'ai finie il y a moins d'un mois en fait. J'ai lu Macbeth et j'ai lu Richard III. Alors on va commencer par Macbeth. Macbeth, je vous en ai fait une vidéo, si je me trompe pas, sur mon compte il y a déjà quelques mois, donc pareil, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est extraordinaire. De toute façon, vous connaissez mon amour pour Shakespeare, il y a littéralement un petit truc là dédié à Shakespeare. C'est mon auteur préféré de tous les temps. Je suis une fan inconditionnelle du théâtre de Shakespeare. Et d'ailleurs, mon objectif cette année, premier en littérature, c'est d'avoir presque fini le théâtre de Shakespeare. En tout cas, d'avoir lu le plus possible de pièces, parce que je suis tombée amoureuse l'été 2023 de son théâtre. Et s'il n'y a pas une seule pièce que je n'ai pas aimée, et à chacune me fait vivre des émotions totalement différentes, mais si intenses, des vraies expériences esthétiques. Moi, ce que j'aime le plus chez Shakespeare, c'est ce mélange qu'il y a très souvent avec le fantastique, mystique, enfin en tout cas le surnaturel, ça c'est sûr, et qui crée beaucoup d'ambivalence dans les actions des personnages. Pourquoi les personnages agissent d'une telle manière? Je pense que c'est l'une des questions les plus importantes du théâtre en général, mais que Shakespeare justement met très bien en avant dans son théâtre. Pourquoi tout simplement les personnages agissent, et Macbeth c'est un peu la pièce canonique, je pense, pour relever ces questions-là. Parce que est-ce qu'il tue le roi Duncan parce que les sorcières lui ont dit qu'il allait le faire, parce qu'il est poussé par une force naturelle? Est-ce qu'il le fait de sa propre volonté? Le personnage de Lady Macbeth, qui n'a pas énormément de répliques, qui reste peut-être l'un des personnages les plus marquants de tout ce que j'ai pu lire de toute ma vie, je pense. En fait, c'est vraiment
Shakespeare, c'est un auteur qui me hante. Je sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que c'est un fantôme dans ma vie. J'ai l'impression que dès que je lis une de ses pièces, je ne peux pas m'arrêter de penser à ce que j'ai lu pendant des jours, des semaines, des mois. Et j'ai ce désir profond de relire, de me replonger dans ce que je viens de lire, d'approfondir. La deuxième pièce que j'ai lue, c'est donc Richard III. Alors Richard III, c'est une de ses pièces les plus connues aussi, hein, qui est le dernier volet de la fameuse tétralogie là avec Henri VI. C'est l'une des pièces de Shakespeare les plus violentes, les plus sanglantes, et c'est ce que je voulais absolument lire. Je crois que Henri II est encore pire. On m'a toujours vendu Henri II comme étant vraiment sa pièce la plus sanglante avec Titus Andronicus. J'avais besoin de découvrir Shakespeare sous un nouveau jour, et j'ai adoré, encore une fois, Richard III. Peut-être la pièce avec le plus de personnages, par contre, que j'ai lu de toute ma vie. C'était peut-être le truc un petit peu quand même compliqué, c'est que, en fait, soit vous lisez cette pièce d'une seule traite, et bon, bah vous aurez pas forcément de complications à lire, enfin à retrouver les personnages, à savoir qui dit quoi, et quels sont les liens surtout entre chacun. Pourquoi l'un est vexé de ce que lui a fait l'autre, parce que bon voilà. Mais si vous lisez en plusieurs fois, vous risquez parfois, vous savez, d'oublier entre deux lectures, donc c'était un peu compliqué parfois de me remettre, vous savez, dans les personnages et dans surtout leur passé. Concrètement, j'ai adoré Richard III. Pareil, une histoire forcément de trahison, c'est une tragédie, où un homme, donc Richard, qui est duc, jalouse énormément son frère, le roi Édouard IV, donc il va mettre en place tout un stratagème pour tout simplement qu'il meure et qu'il puisse arriver au trône, sachant qu'à l'origine il n'est pas le successeur direct. Donc il a pas mal de victimes à faire avant de pouvoir arriver à son objectif final. La fameuse scène de la fin avec le cheval, avec le fameux un cheval, un royaume pour un cheval, et d'une beauté déconcertante. Je pense que la prochaine pièce de Shakespeare que je vais lire est probablement Le Roi Lear, et je vais faire ma traditionnelle relecture chaque été du Songe, qui est ma pièce préférée de tous les temps. Et voilà, tout simplement, je crois que je suis enfin arrivée, oui c'est ça, à la fin de cette vidéo. Mon dieu, c'était long, j'espère que vous êtes pas en train de dormir ou pas en train de tout simplement ne pas regarder cette fin de vidéo. Je ne sais pas si je vais vous faire une pile à lire pour cet été. J'y ai pensé, mais en fait, je pense que je ne vais pas forcément vous le faire, parce que cet été, je vais travailler sur un projet de recherche pour mon master, enfin je passe un concours l'année prochaine pour mon master, et je prépare donc un projet de recherche, et mes lectures de cet été sont justement autour de ce projet de recherche, et pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout envie de vous en parler parce que je suis très superstitieuse et que déjà j'avais pas forcément envie de me porter l'œil, et que voilà, je sais pas, j'ai pas forcément envie de garder, de mettre cette expérience publiquement. Aussi, je sais que ça peut paraître débile, mais j'ai un petit peu peur qu'on me vole mes idées. Et franchement, je préfère prévenir que guérir, parce que c'est un concours que je veux passer depuis très longtemps, et l'objectif est un rêve absolu, donc je ne veux pas du tout me mettre des bâtons dans les roues, et parce que j'ai aussi envie, pour une fois, de garder cette expérience intellectuelle, cette première expérience de recherche dans ma vie, un peu pour moi. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu égoïste, mais je vous partage ma vie, et toutes mes lectures, et tout ce que je fais depuis maintenant presque 3 ans, et j'ai vraiment envie de garder ces lectures et ce moment de recherche pour moi cette année. Et je pense que c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir vraiment m'immerger dedans à 100%. Il y a quand même des lectures qui ne font pas partie de mon projet de recherche, dont je vous parlerai, ça c'est sûr, mais peut-être que la fameuse vidéo pile à lire de l'été ne va pas arriver tout de suite en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire quelles sont vos dernières lectures les plus marquantes pour qu'on partage un petit peu tout ça. Et je vous reviens très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, il y aura pas mal de vidéos cet été sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Letterboxd. Et également sur mon podcast. Voilà, je suis un petit peu partout. Mais je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.